Donc bonjour à tous, merci de vous être connectés donc à notre deuxième conférence de la série de conférences sur les technologies avancées de la production maraîchère. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment une conférence. On vous offre quelque chose d'assez exceptionnel et qui vaut vraiment le détour. On va faire une visite virtuelle de la pépinière de Monsieur Ariel Porat, PDG de Stilneto. Et donc, vous allez apprendre les bonnes pratiques d'une pépinière moderne telle qu'elle est faite en Israël. Donc, je vais laisser la parole à Ariel. Je vous rappelle juste que cette vidéo est enregistrée et qu'elle sera mise en ligne sur YouTube et vous pourrez la voir et la revoir et partager autour de vous. Une fois qu'on aura fini la visite, vous allez pouvoir poser quelques questions à Ariel. Pour cela, je vous demande d'écrire vos questions, s'il vous plaît, dans le chat. N'attendez pas la dernière minute pour qu'on puisse faire questions-réponses à la fin. Voilà, donc attachez bien vos ceintures. Nous allons décoller pour la pépinière. Ariel Porat, le commandant, la parole est à vous. Bon, alors les amis, j'ai bien compris qu'il y a eu des moments où vous ne m'avez pas entendu. Alors, je reprends un petit peu. Donc, je me présente, je suis Ariel Porat, j'ai une pépinière professionnelle. Je fournis en fait aux agriculteurs d'Israël des plants qui vont repiquer dans leurs champs ou dans leurs serres et ça va augmenter leur rendement de production. Et c'est en fait, c'est ce qui se passe en Israël, c'est que les agriculteurs ne font pas du semis direct pour tout ce qui est légumes, etc., mais achètent des plants dans les pépinières et à ce moment-là, ils replantent ça. Notre pépinière fournit plus de 100 millions de plants par an aux agriculteurs en Israël et eux vont faire la culture ou pour le marché intérieur israélien ou bien alors pour l'export. Cette année, avec le corona, l'export a beaucoup baissé, mais le marché intérieur, les gens ont besoin de manger, donc voilà. Et alors là, on va reprendre plus ou moins le principe, mais ce que vous voyez ici, ce sont des plants de basilic qui sont en train de pousser. Voilà. Donc en fait, chaque agriculteur qui veut préparer son champ, il commande chez nous, chez nous, il commande des plants, une quantité, c'est par milliers, d'accord. Et à ce moment-là, nous les préparons. Alors, ce que vous voyez ici, par exemple, ce sont des plants de tomates. Ils sont très jeunes, ils ne sont pas encore prêts, on verra des plants plus près. Voilà. Le plant, quand il est un peu plus grandi, vous voyez le plant de tomate une fois qu'il est un peu plus grandi. Donc, voilà. Alors, ici, vous avez plusieurs centaines de milliers de plants de tomates qui vont être plantés chez un agriculteur dans des serres. Et d'ici 2-3 mois, il va commencer à récolter ces tomates. Donc voilà. Donc nous sommes dans la serre, nous allons continuer à nous promener. Chaque plateau que vous voyez là, pour s'imaginer, a 442 trous. Alors là, vous êtes devant un plateau de laitue. Mais si vous voyez bien et vous regardez, vous verrez que la petite graine, elle a germé et elle commence à pousser. Ce n'est pas de la laitue, excusez-moi, maintenant que je vois, c'est plutôt, je crois, aussi du basilic. Voilà. Alors, encore du basilic. Alors, pourquoi j'ai tout de suite vu que c'était du basilic? Parce qu'il y a plusieurs graines et que l'agriculteur, il veut un bouquet avec 3 ou 4 pousses de basilic. D'accord? Quand nous irons voir la laitue, nous verrons que dans chaque laitue, nous avons une seule graine. Alors, la technologie de la serre de culture ici, en fait, nous avons donc une serre qui est fermée par un filet. Vous pouvez voir en hauteur, qui n'est pas utilisé maintenant, mais nous avons un rideau thermique qui s'ouvre la nuit et qui permet de garder la chaleur de la journée sans utiliser d'apport d'énergie. Nous arrivons à réchauffer la nuit 4 degrés en plus parce que la chaleur qui a été emmagasinée en cours de journée va être prise dans le volume et va être arrêtée par ce rideau thermique qui va empêcher la chaleur de partir. Alors évidemment, j'ai des serres aussi avec du chauffage. Nous allons entrer dans la serre d'en face. Nous allons peut-être voir d'autres éléments. Donc, alors voici de la laitue.
vous ai promis de la laitue. Alors, vous voyez des petits plants de laitue qui sont en train de pousser. Ça sera prêt pour l'agriculteur quand ça sera une fois plus grand. On va essayer de voir si nous avons déjà des plateaux de laitue. La laitue un peu plus grande, vous voyez. Donc, elle a été semée le 6 avril. Vous voyez déjà son état. Et là, vous voyez de la laitue qui est prête et qui part vers l'agriculteur. Cette laitue qui est prête là a été semée le 29 mars. Donc, vous voyez, c'est relativement rapide. Alors, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il aura comme avantage? C'est qu'il aura du 100%. D'abord, les plateaux, ils ont germé à plus de 95%. Ensuite, l'agriculteur, il va repiquer évidemment que les bonnes laitues. Ça veut dire que sur son terrain, il aura du 100%. Alors, il aura aussi l'avantage, vous voyez, que c'est relativement nivelé, de pouvoir faire sa cueillette tout le jour même, parce que toutes les laitues auront la même taille. D'accord? Donc, un agriculteur qui fournit au marché, il va planter toutes les semaines un petit champ de laitue, et comme ceci, toutes les semaines, il va les cueillir. Voilà. Bon, là, vous voyez, ce sont des tomates, mais elles sont déjà trop grandes. Hein. Elles sont déjà trop grandes. C'est ce qui reste d'une grande fourniture de tomates. Voilà. On a droit à de la musique aussi en plus. Alors là, ce que vous voyez, j'espère que vous voyez bien, ce sont des plants de poivrons. D'accord? Donc, vous voyez les plants de poivrons. J'en sors un pour que vous voyez. Va être repiqué par l'agriculteur. Et alors, évidemment, s'il achète un plant chez moi, il aura économisé 30% du temps de culture chez lui, économisé évidemment de l'eau, de l'engrais, des pesticides, et il aura une serre complètement uniforme avec un rendement de 100%. Toute la serre va donner. Voilà. Donc, vous voyez ici une commande de poivrons. Ici, c'est une commande de laitue. C'est-à-dire qu'en fait, nous semons, quand l'agriculteur il nous fait une commande, il dit voilà, j'aimerais à telle date. Alors, nous savons quand semer pour pouvoir fournir à la date bien précise que l'agriculteur veut. En général, en été, c'est un peu plus court qu'en hiver. Et donc, nous avons gardé toutes les données du temps de culture, chaque variété, afin de pouvoir livrer nos marchandises à la date où l'agriculteur le désire. Alors, vous voyez le système d'irrigation, c'est un pont d'irrigation qui arrose et qui passe au-dessus des plateaux. Vous voyez? Voilà, c'est un pont d'irrigation qui est géré avec un ordinateur. Enfin, il est programmé. Alors, l'avantage, c'est que quand il faut arroser plus de fois sur une même culture, alors on peut lui dire de faire l'aller-retour. Alors là, vous voyez encore autre chose. Ce n'est pas des légumes, mais nous sommes rentrés aussi dans le domaine de la vigne. Vous voyez ici des plants de vigne. Donc, nous faisons aussi des plants de vigne, mais ça, c'est un nouveau programme. Donc, voilà. Vous pouvez voir des herbes, ça c'est pour, ce sont des échantillons. Vous avez ici de la menthe, de la verveine, de la sauge, voilà. Donc, vous voyez les ponts d'irrigation. Comme technologie, vous avez aussi de la ventilation et vous avez aussi des chauffages.
Alors maintenant, on a fermé les chauffages, mais si vous regardez bien au fond, vous voyez du chauffage. Et en hiver, nous chauffons pendant la nuit pour rester autour de 12 à 15 degrés. Parce que, par exemple, si le basilic descend en dessous de 10 degrés, il risque de noircir. Ou si le céleri descend à trop de froid, il va finir par fleurir avant l'heure. Et alors que les agriculteurs, en fait, ce qu'ils veulent, ce sont les feuilles de céleri et pas les fleurs de céleri. Donc, nous allons chauffer, surtout pour ces cultures-là qui sont sensibles au froid. Voilà. Donc là, nous allons voir le système de pulvérisation, de préparation de pesticides, qui est un système avec on prépare ici les pesticides. Nous avons ici une chambre avec les matériaux. On fait les poids, les mesures et on prépare dans des appareils. Et là, il y a de la tuyauterie qui va arriver à chaque endroit dans la serre. Et en fait, c'est ici qu'on prépare le mélange. Et avec le pont d'irrigation qui a deux lignes d'irrigation, une d'irrigation et une de pulvérisation pour pouvoir traiter les cultures. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais un petit peu parler aussi du bouturage. Nous avons parlé de la semence. Je vous ai promis de retourner vers la machine à semer, vers les semoirs. Mais là, on va regarder un petit peu le bouturage. Donc, venez avec moi. Nous allons voir comment se fait le bouturage. Alors aujourd'hui, ce n'est pas la grande saison du bouturage. Aujourd'hui, en Israël, c'est une saison relativement calme. Les grosses plantations, c'est avant l'hiver. Et maintenant, en été aussi, ça reprend. Là, ce que vous voyez ici, c'est pas de la ciboulette, mais c'est de l'oignon scallion. Voilà. Et alors, quand vous faites de l'oignon, vous faites une botte d'oignon. En fait, la botte, elle va grandir et elle va être prête pour être vendue par botte déjà. Chaque plant va devenir une botte d'oignon. Vous voyez? Ce sont des oignons. Voilà. Ensuite, nous allons voir ici du romarin. Alors là, déjà, c'est des boutures. Comme je vous ai dit, que ce qui est embosqué, c'est souvent fait avec des boutures. Ça veut dire que pour faire ce plant de romarin, nous n'avons pas pris une graine, nous avons pris une bouture. Alors, une bouture, c'est un petit peu, je vous le fais comme ça, mais vous prenez un petit bout d'une plante et vous le repiquez en utilisant la plupart du temps un hormone d'enracinement. OK? Il y a des plantes qui n'ont pas besoin d'hormones d'enracinement comme la menthe qui est très vivace, mais les autres cultures, on utilise donc de l'hormone d'enracinement. Alors, ça c'est de la sauge. OK, vous voyez la sauge, elle a été faite, tout ça, ça a été fait en bouture. Alors, est-ce qu'on pourra voir comment on fait les boutures? Je vais vous montrer ça. Alors, vous comprenez que lorsque la bouture est repiquée, elle n'a pas de racines. Donc, en fait, l'alimentation et le rafraîchissement de la plante va être fait avec une brume. Vous allez voir que la brume, elle tombe de temps en temps. Voilà. Alors, ce qu'on a fait ici, en fait, c'est qu'on a pris un bout ça c'est du romarin, et hop, on l'a repiqué. Alors, on utilise aussi, donc je vais vous montrer comment on utilise l'hormone de repiquage. Est-ce qu'il a ici l'hormone de repiquage? Certainement. Alors, voilà, ce que vous voyez ici, en fait, c'est une hormone de repiquage. Bon, c'est surtout talc et une hormone de repiquage mélangée. Et à ce moment-là, on prend un bout de bouture, voilà. Donc ça, c'est une bouture, vous voyez, comme je vous ai montré. Vous trempez ça dans l'hormone d'enracinement et vous le repiquez. Et dans 5-6 jours, il va sortir des racines. Une fois que la plante sera enracinée, on pourra le mettre dans la serre générale. Mais ici, ce que vous avez, c'est de l'irrigation avec de la brume que nous allons voir dans quelques instants. Alors, ce que vous pouvez voir aussi ici, ce n'est pas utilisé maintenant parce qu'il commence déjà à faire chaud. Ce sont des tapis radiateurs. C'est-à-dire que dans ces tuyaux passe de l'eau chaude. Et en hiver, pour pouvoir faire des boutures qui s'enracinent et qui fait froid, nous aurons donc de la chaleur. On va chauffer les pieds de la plante et à ce moment-là, il va sortir des racines même en hiver. Voilà. Donc ça, ce sont des boutures de menthe qui ont été faites, je pense, aujourd'hui. Mais regardez, si je les enlève, c'est rien, sans racines.
et bien dans quelques jours, il y aura des racines. Et ça, c'est le système de bouture. Alors, le système de tissu de culture, en fait, ça arrive dans des boîtes, j'en ai pas ici maintenant, ça arrive donc dans des boîtes et c'est repiqué un petit peu comme les boutures. Alors voilà, vous voyez le nuage de brume qui va tomber sur les plants et c'est comme ça qu'ils sont rafraîchis, qu'ils sont irrigués. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, encore une fois, c'est de la menthe et vous voyez la brume qui tombe sur les plantes. Voilà. Ici, vous voyez, ce sont des fleurs, des gypsanites ou des gypsophiles pour ceux qui connaissent. Voilà. De la menthe, de la verveine qui a été aussi fait en bouture, piqué, repiqué, repiqué. Pensez que chaque petit plant ici a été repiqué à la main. Voilà. Ensuite, là, nous voyons du romarin, aussi repiqué. Là, nous voyons ce qui s'appelle zouta. Encore une fois, de la menthe et de la sauge. Voilà. Alors, nous avons aussi des plants d'ananas, en fait, ok, qui nous sont arrivés en tissu de culture. Là, ce sont ceux qui ils ont déjà grandi, ils se trouvent dans la serre. Et là, c'est ceux qui restent, hein, qui sont en train de s'enraciner doucement. Voilà, on va essayer de voir un plant. Oui, il a commencé à sortir des racines. Si je sors doucement, voilà, vous voyez déjà, il y a des racines. Et à mon avis, ça va être prêt pour passer dans la serre, dans la serre où il va être arrosé avec le pont d'arrosage et non pas avec de la brume. Le pont d'arrosage va donner une grosse quantité d'eau en une fois, alors que la brume, elle va venir toutes les quelques minutes. Vous allez voir ici un nuage de brume qui va permettre à la menthe ici, par exemple, de rester fraîche et belle, et etc., jusqu'à qu'elle puisse se nourrir avec ses racines. Quand elle n'a pas encore de racines, elle va se nourrir par les feuilles, comme la rosée du matin qui peut nourrir une plante. Et bien alors là, nous avons de la brume qui va tomber régulièrement sur les plantes et qui va leur permettre de résister jusqu'à qu'ils aient sorti des racines et qu'ils soient indépendantes. Voilà. Alors, donc ça c'est l'endroit où on fait les boutures. D'ici 3 mois, tout sera plein, mais là pour l'instant c'est la saison basse, donc nous avons beaucoup de place libre. Voilà. Alors, comme autre technologie, je vais essayer de vous passer dessus un peu rapidement. Nous avons ici un réservoir d'eau qui nous permet de tenir 3 jours, même s'il y a des coupures d'eau. Nous avons donc un générateur qui se met en marche après 10 secondes s'il y a une interruption d'électricité. Parce qu'en fait, ici, tout marche à l'électricité. Les ponts d'irrigation, le chauffage, les portes, etc., les machines à semer, tout est électrique. Donc, nous sommes obligés d'avoir de l'électricité constamment. Voilà. Donc, je vous montre loin. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer d'y marcher jusqu'à là-bas. Donc, vous avez ici un réservoir de 200 000 litres d'eau. D'accord? Voilà. Pour avoir de la pression régulière, nous pompons l'eau du réservoir constamment avec un variateur de pression qui va nous permettre d'avoir de la pression uniforme. C'est-à-dire que pour avoir l'uniformité, c'est très important que la pression soit régulière. Donc, il y a une sorte de variateur ou d'ordinateur qui va nous gérer la pression, même si j'ouvre un pont ou si j'ouvre 10 ponts, alors la pression elle sera la même tout le temps parce qu'il y a plusieurs pompes qui vont se mettre en marche et qui vont augmenter la pression pour que la pression reste, même si on a beaucoup ouvert de robinet. Alors, vous avez vu là-bas les appareils à préparer, les pesticides, etc. Et vous avez donc ici les tuyaux qui les amènent à l'intérieur de la serre. Et à ce moment-là, on se relie avec le pont d'irrigation et les pesticides sont mis sur les plantes. D'accord? Et évidemment, il n'y a pas de jonction à aucun moment entre l'irrigation de l'eau et les pesticides. C'est complètement différent. Et pour pas qu'il y ait de risque de passage de pesticides à l'intérieur de l'eau. Évidemment, tous les produits qui sont utilisés, ce sont des produits qui sont autorisés pour les légumes. Et comme nous sommes aussi dans une pépinière, nous sommes relativement loin de la consommation. Donc,
ce que nous produisons en fin de ligne sera sans résidus chimiques. Voilà. Mais nous sommes obligés quand même, s'il y a des problèmes de maladie ou des problèmes d'insectes, de traiter. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de retourner vers le semoir et on va voir si non, ils ont commencé à travailler là-bas. On va voir comment ça marche. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser ou les mettre, les écrire. Et à ce moment-là, je vous répondrai à la fin. Je vais rentrer dans le bureau pour que ça soit de manière plus calme. Voilà. Alors ici, on a bien préparé cet endroit-là pour pouvoir à l'ombre préparer les convois de plants. C'est-à-dire que ces plants-là, ils vont partir ce soir ou dans la nuit ou très tôt le matin, et demain matin, l'agriculteur va les planter. Alors, de l'oignon qui a été semé le 16 mars. Alors, vous regardez l'uniformité, hein, toujours avec ce système de culture. Ils vont avoir quelque chose de très beau. Les laitues, nous les avons vues déjà. Nous allons passer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je découvre avec vous. Hein. Encore de l'oignon. De l'oignon. Voilà. Alors, ça, c'est du dill. Ça, c'est... De la nette? Oh, de la voilà, ça, c'est de la nette. Et ça, est choumar. Comment on dit le choumar en français? Le fenouil. Le fenouil. fenouil. Le fenouil, bravo. Oh là 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 là. Et ça, c'est du roquette. Et ça, c'est de la coriandre. D'accord? Donc, on continue. Voilà la coriandre. Alors, vous regardez comme c'est joli. Vous voyez les petites graines. En fait, c'est des graines vides. Hein? Quand la graine, elle a germé, elle reste au-dessus de la feuille. À la fin, ça tombe. Et voilà de la coriandre qui va être plantée chez l'agriculteur demain matin. Et il lui faudra pas plus de 15 jours pour avoir de la coriandre à vendre, quoi, prête. Du basilic. Et le basilic, vous voyez qu'il y a 4, des fois même 5 pousses à chaque fois. Donc, il y a 5 graines que j'ai connues de rentrer. Et voilà, du basilic rouge. Vous voyez le basilic rouge, etc. À mon avis, ça, c'est aussi de la coriandre ou du persil. Ça ressemble. C'est du persil, voilà. Persil. Voilà. Donc, on va refermer. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Oula, là, c'est déjà très grand. C'est déjà trop grand, je ne sais pas pourquoi. L'agriculteur a dû repousser, donc c'est vraiment très grand. Donc là, vous avez des laitues, des petites laitues. Ça, c'est de la betterave. Okay? Ça, c'est de la menthe. C'est de la menthe, donc. Voilà. Donc, ça, c'est le système. Tous les jours, nous livrons nos agriculteurs comme ceci. D'accord? Alors, donc, en fait, pour pouvoir faire des boutures, il nous faut des terrains mères. Alors, je vais vous montrer quelques terrains mères. Nous préparons des terrains mères. Voilà. Alors, des terrains mères de menthe, par exemple, pour pouvoir faire une nouvelle commande de menthe. Alors là, on vient de le faire, c'est un jeune terrain. Donc, nous avons fait des cultures de menthe et nous venons ici pour prendre une bouture. Alors, ils arrivent le matin, ils cueillent des boutures et ils les repiquent. Donc, voilà comment on a fait ça. Alors, on a fait ça sur pied pour que ça soit commode, pour pas besoin qu'on fasse trop de travail pour se baisser, etc. Et alors, le travail va beaucoup plus vite. Vous avez ici des terrains mères de menthe. OK? C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir, l'odeur, elle est très bonne.
Voilà, nous continuons. Donc, dans ces serres comme ceci, dans ces tunnels, nous faisons des terrains mers. Mais je vais vous montrer quelque chose. Hein, parce que j'ai aussi, si vous voulez penser à faire une pépinière vous-même et que vous ne voulez pas faire le gabarit de ces grandes serres comme nous avons fait, alors vous pouvez faire aussi un gabarit de tunnels serres. Voilà, là j'en ai une qui est en fin de construction, on est en train d'y faire la porte, mais on va y rentrer pour voir comment ça marche quand même. Donc vous avez ici un tunnel, ce n'est pas une grande serre. Nous avons fait donc des tables, nous y avons mis les plateaux. Ici, il y a l'engrais avec la machine à engrais, la tête d'irrigation, un petit ordinateur pour gérer l'irrigation. Puis tout au fond, nous avons aussi un pulvérisateur. Donc vous voyez ici, en fait, ce n'est pas très compliqué, vous faites un tunnel. Alors le pont d'irrigation ici, on va y approcher. C'est un pont qui a été, les ponts que vous avez vus avec ordinateur, etc., c'est des ponts que nous avons commandés en Italie, mais ceux-ci, on les a fait nous-mêmes, d'accord? Donc, vous allez voir un pont d'irrigation, en fait, c'est pas très, très compliqué à faire. Hein? Vous voyez? Il arrive ici, il est comme ça, et quand il ouvre, il va rouler sur le rail que vous voyez en hauteur. Donc, c'est un pont d'irrigation relativement simple. Voilà. Donc ça, c'est pour voir en fait une pépinière plus petit modèle. En faire simplement avec un tunnel. Si vous n'avez pas la technologie du pont d'irrigation, vous pouvez faire ça aussi avec des asperceurs. Mais c'est plus difficile à gérer exactement l'irrigation avec les asperceurs, alors qu'avec le pont, vous pouvez faire plusieurs voyages. Voilà. On va re-rentrer dans la chambre de germination. Alors, vous vous souvenez, la chambre de germination, c'est en fait le stade où la graine qui est plantée dans le plateau alvéolé va germer sans sortir de feuilles. Elles vont germer tous en même temps. אריאל, תזכור שבפנים שם אנחנו לא שומעים אותך טוב, אוקיי? אז תגיד עכשיו את מה ש... תגיד מה שאתה רוצה להגיד פה, ואז תיכנס, תראה. אני בחוץ, בסדר? זה יותר טוב. כן, כנראה שזה... הכי טוב. Alors, donc, vous voyez... Bon, à nouveau, on a un petit problème à cause de la salle. Je crois qu'il faut vraiment ne pas rentrer dans cette salle. לא שומעים אותך, אריאל. 90% d'humidité. Et c'est dans ces conditions que les plateaux vont germer. Alors, je vais passer, j'espère que vous m'entendrez quand même. Non, on t'entend pas et on voit pas. Si tu peux, sors de cette salle. Voilà. Ariel, on n'a rien entendu dans la salle. Mais c'est pas grave, j'ai rien dit. Ah, ok, c'est parfait. Alors, vous m'entendez? Maintenant, on t'entend. Oui. Voilà, très bien. Alors, אתה זורע עכשיו? מה אתה זורע? הנה? אני רוצה לוק אחד, אפשר? עופרים, Ok. Bon, alors donc là, vous regardez, il est en train d'aérer. Donc, vous voyez les paquets de substrat sont compressés. Donc, nous les aérons, nous les humidifions et nous avons un substrat qui est absolument très fin. Pourquoi il a besoin d'être tellement fin? Pour pouvoir entrer dans les plateaux alvéolés qui ont des petits trous. Maintenant, vous voyez, le trou, il n'est pas bien grand dans le plateau alvéolé. Deuxième chose, pour avoir une bonne germination, en réalité, je n'ai pas vraiment besoin de substrat. Ce que j'ai besoin, c'est de l'humidité et de l'air. Donc, en fait, le substrat, c'est un support qui va me permettre de fournir de l'humidité et de l'air. Donc, il doit être aéré.
facilement. Il doit être à peine humide et c'est comme ça qu'il y aura une bonne germination à l'intérieur du plateau. Vous voyez? Alors, les plateaux vont fonder, vont être couverts, remplis de substrat. Ensuite, ils vont être perforés légèrement. La vidéo, elle coupe pas mal. Alors, on a du mal à voir tout le processus. Ils vont être irrigués. Ça, c'est une variété qui n'est pas recouverte avec les vermiculites. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails, mais chaque culture a son protocole. D'accord? C'est un protocole qu'on a travaillé, on a essayé tous les systèmes, et c'est comme ça que le produit est semé. Il a un protocole avec combien de graines dans chaque four, profondeur des graines, couverture de vermiculite, combien de jours il va rester dans la chambre de germination. Et ça, c'est quelque chose qui est fixe. Et finalement, combien de jours il va être dans la serre. Et donc, c'est comme ça qu'on peut gérer. On peut gérer une commande et savoir exactement quand tout va pousser. Alors, À nouveau, on perd un peu la connexion. Tu sors. On va patienter. Soyez indulgents quelques minutes. Ariel, si tu peux reprendre, parce qu'on n'a pas entendu à partir du moment où tu es sorti. Ah, d'accord. Donc, je vous ai parlé, donc, pour faire des boutures, il nous faut des terramères, d'accord? Donc, autour de là, nous avons fait des terramères dans les serres, mais nous avons fait aussi des terramères extérieures. Alors, ici, par exemple, vous voyez une certaine variété de romarin. Alors là, ici, vous voyez Shiba. Shiba, c'est de l'absinthe. Vous voyez ici de l'absinthe. Alors, j'ai ici un terramère assez important et je vais cueillir ici des petites boutures et je vais les repiquer. Donc, vous avez ici du géranium citronné. Malheureusement, Ariel, ça coupe trop. On ne voit pas assez bien. Peut-être si tu peux aller dans un endroit où on voit mieux. Vous m'entendez? On t'entend, mais la vidéo, elle est un peu saccagée. Un peu saccagée. Alors, on va y aller tout doucement. Ah, OK. Bon. Bon, mais je vais rentrer donc à l'intérieur et on va finir. OK. D'accord? OK. Voilà. Donc, je rappelle à tout le monde que si vous avez des questions, continuez à les écrire dans le chat. Et on va pouvoir y répondre tranquillement dans le bureau. On va passer aux questions. Voilà. Je suis désolé des petits problèmes techniques. J'espère que maintenant vous m'entendez. Et là, je suis à vous pour répondre à toutes vos questions. Alors, Ariel, on va commencer par le début.
Oui. Est-ce que tu peux déjà nous dire un peu, pour qu'on ait un ordre de grandeur, parce que tu es allé dans plein d'endroits, ça avait l'air énorme. Alors, il y a eu pas mal de questions sur savoir quelle est la grandeur de la pépinière et quelle est la grandeur aussi de tout ce qui est sous serre. Alors, nous avons à peu près 26 000 mètres carrés sous serre, d'accord? Et toutes les infrastructures autour, etc., nous avons jusqu'à 40 000 mètres carrés, y compris les terrains mers à l'extérieur, y compris les bureaux, y compris les terrains les trucs techniques, etc. Ok. Et tu as combien de serres au total sur ces 26 000 mètres carrés? Alors, en gros, il y a 3 serres, on est rentré dedans, 3 grandes serres, et il y a les tunnels qu'on a vus. Donc, les grandes serres, ça fait autour de 22 000 mètres carrés, et une serre de 11 000 et 2 serres de 5 500 à peu près. Et voilà. Et les tunnels, il y a à peu près 3 000 mètres carrés de tunnels. Ok, très bien. Donc ça nous donne un peu une idée de la grandeur. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur le substrat. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est sa composition? Alors, le substrat, c'est de la tourbe. Alors, c'est quoi la tourbe? En fait, ce sont dans les forêts où il y a avec les années, les feuilles se décomposent, etc. Donc, se dépose une certaine tourbe. Ce sont des feuilles d'arbres qui sont décomposées plus ou moins. Alors, je sais qu'en Afrique, ils posent souvent la question parce qu'ils essaient de trouver d'autres options pour la tourbe. En fait, comme je vous l'ai dit, la tourbe, le substrat, c'est un support. Il faut que la graine ait de l'air et de l'humidité autour d'elle pour pouvoir bien germer. Donc, si vous voulez un autre substrat, vous pouvez utiliser n'importe quel substrat qui donne la solution d'air et eau. D'accord? Évidemment, la tourbe, elle a été compostée, donc elle est relativement propre, elle est sans maladie, elle a été traitée et elle rentre dans des petits trous. Alors, si par exemple vous voulez utiliser des pelures de coco, ça peut être utilisé, mais très souvent il y a des fibres qui vont empêcher de rentrer dans le petit trou. Alors, si vous faites par exemple dans des petits verres ou dans des pots, etc., alors le coco c'est plus adapté. Ou alors, si vous voulez utiliser de la pelure de coco, il faut les broyer pour qu'elles soient suffisamment fines. Mais il faut aussi vérifier son pH, il faut quelque chose de neutre, voilà. Et donc, tout peut être utilisé. Moi, j'ai cultivé des laitues dans du sable ou bien alors dans de la roche volcanique, etc. Ce qu'il faut, c'est que ce soit adapté aussi techniquement. Vous avez aussi des cultures en hydrophonie. Donc, l'hydrophonie, c'est de l'eau qui coule. Donc, il y a de l'hydrogène, et il y a de l'air, il y a de l'eau. Donc, toutes les solutions sont bonnes, mais il faut que ça soit adapté techniquement. La durée du vie de ton substrat, c'est combien de temps? Alors là, je n'ai pas vraiment bien compris la question parce que le substrat est utilisé une fois, c'est-à-dire que d'abord, quand il est emballé, je peux le garder plusieurs années, ça n'a pas d'importance. Okay. Je l'ouvre, je l'aère, je l'humidifie, etc. Maintenant, je mets le substrat dans le plateau. Le plateau, il reste en moyenne chez moi entre 3 semaines et 1 mois et demi, suivant les cultures, et ça va chez l'agriculteur. L'agriculteur va utiliser ce petit volume de substrat et il va être entré dans le sol. C'est-à-dire qu'il va continuer, les racines vont continuer à sortir du plant, du petit volume de substrat, les racines vont sortir dans la terre. D'accord, donc il est utilisé une seule fois. Une seule fois. Alors, quelles sont les conditions pour avoir la meilleure germination possible? Alors, bon, premièrement, il faut avoir des graines de qualité. C'est-à-dire que moi, je n'utilise pas des graines que dans des cas extrêmes, à part des cas extrêmes qui ont moins de 90% de germination. Vous pouvez faire un test de germination, vous prenez une assiette comme on faisait au jardin d'enfants, vous pouvez une assiette avec du coton, mettre quelques graines et vous voyez la proportion de germination. Donc ça, c'est la première chose, c'est avoir des graines de qualité. Deuxièmement, pour avoir une bonne germination, comme je vous l'ai dit, la température optimum, c'est entre 18 et 24 degrés. Quand il fait trop froid, les graines vont mal germer, ou pas uniformément, et quand il fait trop chaud, elles vont aussi mal germer. L'avantage aussi du plateau d'irrigation, c'est que l'irrigation est aussi uniforme. Si vous, par exemple, vous mettez une graine dans un champ, elle est plus ou moins loin ou de goutte à goutte ou de n'importe quelle manière, donc vous n'arroserez pas complètement uniformément les graines. Les graines ne seront pas tous à la même profondeur, même quelques millimètres de différence.
Donc, votre champ ne sera pas uniforme, alors qu'avec notre système de pépinière, les champs seront complètement uniformes. Très bien. Après, on a vu avec la brume, la possibilité d'utiliser Oui. la brume. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de développement de maladies? Alors, bon, il y a toujours des risques de développement de maladies, mais en fait, si on arrive à sécher, c'est-à-dire qu'en fin de journée, on arrête, disons, on fait la brume entre 10 heures du matin, 9 ou 10 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, et après ça sèche. C'est-à-dire que si on arrive à sécher la plante entre la prochaine fois que je mets de la brume, en général, il n'y a rien qui se développe. Il faut aussi savoir que ce n'est pas pendant très très longtemps, c'est-à-dire qu'entre 2 semaines, 3 semaines les serres d'enracinement. Ensuite, on les met dans la serre normale où c'est irrigué avec un pont d'irrigation une fois par jour. Donc, en fait, c'est uniquement pour gérer tant que la plante n'a pas encore sorti de nouvelles racines. Évidemment, il peut y avoir aussi des maladies. De manière générale, on n'en souffre pas trop. Très bien. Alors, il y avait quelqu'un qui demandait, mais bon, je pense qu'on peut répondre très facilement à la question. Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui produisent en plein champ, qui utilisent ces produits? Mais en fait, c'est aussi bien si c'est en plein champ que si c'est sous serre. Absolument, absolument. C'est-à-dire que, évidemment, l'avantage de la serre, on sait qu'elle elle nous protège des intempéries, elle nous permet de gérer le climat plus ou moins, mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui plantent en plein champ, beaucoup de laitues qui sont plantées en plein champ. Alors, ce sera plus long pour eux, mais de manière générale, elle sera plus grosse, elle sera ça pousse très bien aussi en plein champ. Évidemment, en hiver, c'est mieux de faire pousser sous serre, mais c'est évidemment d'autres frais, c'est beaucoup plus cher. Notamment avec l'exemple de la menthe, on a pu voir que tu faisais le bouturage. Quels sont les avantages en fait du bouturage? Alors, au niveau, d'abord, quand vous faites du bouturage, vous aurez le même ADN que le plant mère, d'accord? Alors que très souvent dans les graines, il y a des variantes entre chaque plant. Bon, ça, c'est un avantage du bouturage. Mais la deuxième chose est qu'on a des plants beaucoup plus vigoureux, que si j'avais fait de la menthe avec des graines, ils seraient beaucoup plus sensibles et beaucoup plus fins et beaucoup plus de temps à pousser. Alors que là, je fais du bouturage, je peux même tailler le bouturage, c'est-à-dire que l'agriculteur, il aura déjà un plant qui sera en 3 ou 4 déjà il va être coupé en plusieurs, il va sortir plusieurs plantes du même plant. Donc, en fait, on fait, donc c'est surtout pour des bosquets, d'accord? Et donc, pour ça, on arrive à avoir des plants beaucoup mieux. Évidemment, ça coûte plus cher parce que c'est fait à la main, et que ça prend plus de temps, etc., etc. De manière générale, un plant bouturé, il coûte à peu près 3 fois plus cher qu'un plant normal. Le prix moyen, parce que certainement ça va être posé, le prix moyen d'un plant, alors c'est très difficile à dire parce qu'en fait c'est la graine, c'est l'élément qui change. Mais enfin, une laitue, elle peut coûter, disons, si je parle en dollars, 3 centimes de dollars, 2 centimes et demi de dollars suivant les variétés. Donc un plant de laitue, c'est pas quelque chose de très très cher. D'accord? Alors, il y a des choses plus chères comme les tomates, etc., où les graines coûtent cher, mais pour les choux, les laitues, le céleri, etc., c'est dans cet ordre de prix. Après, peut-être tu pourrais revenir sur l'idée de l'irrigation et de tout ce qui est brumisateur. Quels sont, en fait, quand est-ce qu'on utilise un brumisateur et quand est-ce qu'on utilise l'irrigation? Ça, certains n'ont pas eu la chance de comprendre. Oui, d'accord. Alors, c'est très simple. Donc, je vous rappelle que la bouture, en fait, c'est un petit bout de la plante, d'une plante mère que je repique. Alors, je repique un petit bout de plant, il n'a pas de racine. Et il n'a pas moyen de s'alimenter, puisqu'il n'a pas de racine, il ne va pas pomper l'eau, il ne va pas donc se nourrir. Donc, normalement, il va pourrir, il va sécher, il va tomber. Donc, pour pouvoir conserver que ce plant il ait une bonne réussite d'acclimatation, on lui met donc des hormones d'enracinement, mais on va le nourrir avec les feuilles.
C'est-à-dire que cette brume va tomber sur les feuilles et la plante va savoir capter l'humidité. Elle va se nourrir avec la brume et non pas avec les racines. Une fois que les racines sont sorties, j'enlève les plateaux de cette serre d'enracinement et je la mets dans une serre normale. Et dans une serre normale, une fois qu'une plante a des racines, je l'irrigue une fois par jour, une fois tous les 2 jours, suivant le climat, ou 2 fois par jour, mais pas avec de la brume, avec de l'aspersion des grosses quantités d'eau. Donc, il y a une grande différence entre des asperceurs qui vont donner de l'eau de manière assez importante et la brume qui va nous donner des toutes petites gouttes, d'accord, qui va nous donner une sorte d'ambiance humide, et c'est par cette humidité que la plante qui n'a pas encore de racines va survivre. Voilà. Très bien. Est-ce que tu pourrais, vu que tu parlais un peu du prix tout à l'heure, le prix de vente d'un plateau, par exemple, de tomates, ça revient à peu près à combien? Déjà, il y a combien sur un plateau? C'est une... Alors, d'abord, donc un plateau de tomates, il y a 260 plants de tomates. Maintenant, on les vend par 1000, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, un plant de tomates coûterait un shekel 20. Ça veut dire en dollars, combien? 40 centimes de dollars, 35 centimes de dollars à peu près. Donc, le plan, 35 centimes de dollars. Alors que j'avais dit que la laitue coûtait 2,5 à 3 centimes de dollars. Ouais. Donc, ça va coûter 10 fois plus cher qu'une laitue. Mais ça, c'est surtout parce que la graine coûte très cher. La graine tout seul, elle coûte 20-25 centimes de dollars. Donc, en fait, le prix important des tomates, c'est suivant le prix de la graine, la variété de la graine. C'est-à-dire que quand je fais une offre pour un agriculteur, j'ai, si vous voulez, le plant lui-même, tout ce qu'il y a à part la graine. Donc, je sais combien ça me coûte de faire pousser cette graine, etc., d'un bout à l'autre. Alors, je prends le prix qui est fixe pour moi du plateau, si vous voulez, ou du mil, et j'ajoute le prix de la graine. C'est comme ça que j'arrive à... Et si, par exemple, sur 1200 shekels les 1000, d'accord, ou sur 1 shekel 20 la graine, le plant, 90 centimes ou 95 centimes, c'est la plante, c'est la graine seulement. Et le reste, c'est ce que moi je fais payer pour le travail et pour les produits. Donc, pour la tomate, c'est très variant. Alors, vous avez des graines beaucoup moins chères, vous avez des graines encore plus chères, donc c'est difficile à dire. OK, sans la graine, il faut compter 30 agourotes. 30 centimes de shekel. 30 centimes de shekel, ça veut dire 8 centimes d'euros sans la graine, la tomate. À un moment, tu nous as parlé de l'hormone. Tu te rappelles l'hormone de, si je me rappelle bien, c'est l'hormone de croissance. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est cette hormone? Alors, ça s'appelle... À chaque fois, on a la même question. Ouais, mais j'ai oublié. À chaque fois, on ne s'en rappelle plus. On ne s'en rappelle plus, mais je vais le noter parce que bon. Alors, moi, je ne suis pas agronome. Hein. Moi, je... Alors, attends, je vais voir. En attendant, je te pose quand même la prochaine question. Oui. Quelle est la marque ou les marques, parce que tu as plusieurs, de tes semoirs? OK. Alors, la marque de mes semoirs, nous avons plus ou moins, il y a des marques qui sont allemandes, italiennes et espagnoles. Alors, moi, j'ai d'Italie une marque qui s'appelle Mossa, M-O-S-A. OK. Vous avez aussi en Italie Urbinati. OK. Et en Hollande, en Espagne, une très bonne marque qui s'appelle Conic System. C-O-N-I-C System. Et voilà. Et donc, là-bas, vous trouverez tout sur Internet. Hein.
Alors, pour l'hormone d'enracinement, je vais vous dire ce qu'on prend. Oh, oh. Non, il ne m'a rien marqué du tout. Et voilà. Et alors, dans ces sociétés, vous trouverez aussi donc, les ponts d'irrigation. Hein. Donc, ce qui était italien et espagnol. Voilà, moi je travaille avec l'Italie espagnole. En Allemagne, il y a Mayer, il y a encore, c'est hollandais. Donc voilà. Alors, écoutez, c'est pas compliqué. Vous mettez hormones d'enracinement sur Google et vous avez plein, c'est toutes les mêmes, c'est toute la même chose, d'accord? Vous mettez hormones d'enracinement sur Google et vous avez à ce moment-là même les produits que vous avez près de chez vous. Donc, c'est tous la même chose. D'accord. Il y en a qui s'appellent Ormex, il y en a qui s'appellent Ortimil, il y en a qui s'appellent Route. Donc, vous mettez et vous les avez en fait. Alors, évidemment, il y a plusieurs niveaux. Vous avez ça pour les légumes ou pour les arbres. C'est la même hormone, mais un peu plus dosé différemment. Ok. Vigoureux. Voilà. Voilà. Donc, vous avez tout ça et vous mettez hormone d'enracinement. Je l'ai mis sur Google. Et alors, vous trouvez en fait toutes les possibilités. Et de manière générale, on travaille beaucoup avec l'Internet et toutes les questions qu'on pose sur Internet, on y trouve des réponses et on fait les commandes, etc. Donc, le système, il est relativement simple. Hein, et la technologie, il faut comprendre la technologie et adapter à la taille de la pépinière que vous voulez faire. C'est pour ça que je vous ai montré aussi une pépinière uniquement dans un tunnel pour voir qu'il y a aussi on peut faire quelque chose de plus petit, on peut faire un tunnel plus court, etc. Mais le système est de semer en plateau dans un substrat qui est bien aéré, d'utiliser une chambre de germination qui est tempérée et humidifiée entre 18 et 24 degrés et le plus humide possible, et ensuite de les mettre sous serre. D'accord? Donc, c'est ce système-là qui vous permet d'avoir un très bon rendement. D'accord, et je pense qu'on va finir après sur deux questions. D'abord, par rapport à la machine, ton semoir qu'on a vu au début puis après à la fin, quels sont, alors aussi bien les avantages, les inconvénients et aussi le prix. Et ce qui est très important de savoir, est-ce qu'on peut utiliser la machine pour tout type de graines ou est-ce qu'il faut plusieurs machines? D'accord, bon. Alors, toutes les machines à semer, elles peuvent semer pratiquement tout type de graines. Alors, suivant que ce soit une machine avec un tambour ou une machine avec un plateau, vous allez avoir des trous différents suivant le diamètre de la graine. C'est-à-dire que quand j'ai acheté ma machine, j'ai envoyé différentes variétés de graines, enfin, où ils savent déjà dans les sociétés, et ils m'ont donné des plateaux ou des tambours adaptés à chaque taille de graine. D'accord? Le problème, ce sont les graines qui ne sont pas régulières du tout. D'accord? À ce moment-là, on peut leur faire ce qui s'appelle un coating, les couvrir, les remplir, ou une sorte de rendre une certaine uniformité avec un produit qu'on les met autour, etc. Donc, mais de manière générale, pour toute taille de graine, vous allez avoir un tambour avec un trou différent, plus ou moins grand, qui pourra s'adapter. Ou bien même si vous voulez mettre plusieurs graines à la fois, alors vous aurez 3 ou 4 ou 5 petits trous. Et la machine, elle marche avec le vide d'air. Elle va attraper la graine par son petit trou et elle va arriver devant le plateau, elle va la lâcher. Donc, en fait, le trou qui va arriver, il va prendre la graine avec aspiration et va la mettre dans le plateau. Et donc, pour chaque taille de graine, vous aurez un trou différent d'aspiration. Et donc, une machine peut servir à toutes sortes de graines, mais il faut acheter tous les éléments adaptés pour chaque taille de graine. Alors, quand vous commandez une machine, vous pouvez lui dire, voilà, j'aimerais faire des laitues et des tomates, etc. Et ils savent déjà quoi vous donner comme élément pour pouvoir adapter à ces graines-là. Est-ce qu'il y a des inconvénients à cette machine? Le prix, l'entretien. Donc, c'est quelque chose c'est pas un inconvénient.
Non, ça c'est des machines qui sont utilisées depuis des années. C'est une technologie relativement simple, hein, comme un tracteur, ça marche. On le met en marche et ça marche. Donc, non, c'est absolument formidable. Ça permet de faire des quantités et d'être beaucoup plus rentable. Vous imaginez que si c'est la machine qui sème des milliers, le coût de la semence est très bas, alors que si je devais le faire à la main ou par quelqu'un, etc., pas possible. Je pense que pour finir, ce serait peut-être bien si tu pouvais nous dire quelques mots de tes débuts et notamment de ton premier semoir qui était manuel. Hein, ça fait longtemps, mais c'est peut-être quand même… Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, je l'ai montré au départ, je vous le remonte parce que je le garde sur une étagère. Je n'oublie pas comment j'ai commencé. Donc voilà. Vous voyez, en fait, c'est un semoir manuel. Vous mettez ici les graines avec un petit ressort et les graines sortent par ici, par en bas. Et évidemment, il a été fabriqué en fonction des mesures exactes du plateau. D'accord? Alors, ça, vous l'avez pour quelques centaines de dollars ou de milliers de dollars, ça dépend, mais pas beaucoup. Et donc, vous pouvez, en une minute, semer 4 plateaux. Alors, ce n'est pas à la main, ce n'est pas complètement automatique, mais donc ça marche très bien. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et des tables, j'avais pris un filet, j'avais mis des plateaux sur un filet, etc. Mais par la suite, nous avons commencé à construire une pépinière. Je vais essayer de vous montrer quelques photos de la construction parce que c'était un travail assez important, vous voyez. De rentrer, tous les tuyaux sont sous la terre, les filets, voilà comment on amène les tuyaux d'irrigation. On a fait tout ça on a goudronné le sol avant. Voyez. Wow, c'est un travail de titan, hein? C'est un très grand travail, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, ça c'est le gaz, ça c'est la préparation du terrain, ça c'est la préparation de chaque élément. Donc c'est un très grand travail, d'accord? Mais j'ai dit, on a commencé, là on a commencé, ça fait déjà 21 ans qu'on est pépiniériste, et donc on a commencé avec une petite surface et on a commencé avec une petite surface et avec très peu de matériel, et on a grandi au fur et à mesure. Et je crois que c'est quelque chose de très possible, et vous allez voir qu'un agriculteur qui a commencé à utiliser des plants, il retournera pas, il fera pas même lui-même ses plants. C'est-à-dire que la technologie, elle est tellement, le prix n'est pas tellement élevé, la technologie elle est tellement bonne et ça lui donne un tellement bon rendement qu'il ne va pas perdre de temps à faire des plants. Lui, il va se spécialiser. Chacun va se spécialiser dans son domaine. Dans son domaine. Et j'ai des agriculteurs qui arrivent à faire sur le même terrain 8 à 10 fois par an de la laitue. Et ça, c'est absolument énorme. Et ça, c'est grâce au plan. C'est-à-dire que la moitié de la culture se fait chez moi. On économise le terrain, on économise les insecticides, l'eau, les pulvérisateurs, l'engrais, le travail. Et quand on plante un plant, et avec ça, on a aussi un terrain qui est complètement uniforme et complètement réussi. Donc, les agriculteurs maintenant ne font que des cultures avec des plantes pépinières. Écoute, merci beaucoup Ariel. J'en profite aussi pour te dire, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas, joyeux anniversaire avec un jour de retard. Ah, joyeux oui, anniversaire. Effectivement, hier. Merci. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant. Je suis vraiment désolée si on a eu quelques coupures avec la vidéo, avec le son, mais vous aurez, enfin, je pense qu'on a quand même pu répondre à vos questions et on vous enverra aussi la vidéo, bien évidemment. Merci Ariel, toujours pour cette présentation et ce petit voyage. Avec plaisir. On espère pouvoir bientôt aussi venir physiquement et voir tout ce beau travail. Je vous invite donc tous à lire vos mails quand on vous les envoie pour la prochaine séance. La prochaine séance aura lieu la semaine prochaine à 1h heure de Jérusalem et on va parler sur le système d'irrigation avec notre expert en irrigation et en fertigation, Gad Elahrar. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine.
Au revoir. Au revoir.